Bonjour à tous, comme nous l'évoquons souvent sur cette chaîne, il est très important de protéger son investissement en crypto-monnaie en les stockant et en les contrôlant totalement à travers nos propres portefeuilles. Mais dès qu'on commence à parler de sortir ces cryptos des plateformes d'exchange pour les contrôler nous-mêmes, ça commence à faire un petit peu peur. On arrive face à des termes comme clé privée, clé publique, des wallets à froid, des wallets à chaud, des frais de gaz, comment il faut faire. Et ça fait un peu peur, et c'est encore, et c'est pas pour rien, un des freins majeurs à l'adoption des crypto-monnaies. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir ou revoir peut-être qu'est-ce qu'un portefeuille de crypto-monnaies, comment il fonctionne, à quoi ça sert de manière simple, pour se sentir sûr justement au moment de sauter le pas, de sortir les cryptos de la plateforme sur laquelle on les a achetés, pour les transférer sur notre propre wallet, et profiter du bull run qui va pas tarder d'arriver, protéger nos gains sur le long terme. Et vous avouerez que ça serait quand même dommage de perdre ces opportunités en laissant les cryptos sur les plateformes où l'on sait qu'il peut y se passer plein de choses et que ça continuera d'arriver parce qu'on n'a pas compris, on n'est pas trop confiant sur le fait de posséder nos cryptos. Et on va voir tout de suite que c'est pas si dur que ça. C'est parti. Du coup, il faut quand même rappeler qu'est-ce que la blockchain, qui au final est un grand livre de transactions en cours que tout le monde peut consulter et où chaque bloc contient les informations, l'historique des transactions, quelle adresse à quel montant, qui envoyait quoi à qui, et ainsi de suite dans chaque bloc. Et donc c'est un registre de transactions qui se crée au fur et à mesure, bloc par bloc. Et donc contrairement au portefeuille de la vie de tous les jours, un portefeuille de crypto-monnaie, au final, c'est juste un outil qui va gérer des clés. Et ces clés, elles donnent accès à des fonds, mais qui sont toujours situés sur la blockchain. Il faut bien comprendre ce concept. Les fonds, ils sont toujours sur la blockchain, ils n'en sortent jamais. On n'est jamais vraiment propriétaire personnellement des crypto-monnaies, elles sont jamais physiquement en notre possession, elles sont toujours sur la blockchain. Et de cela, il en découle qu'au final, les crypto-monnaies, elles sont associées à une clé privée et cette clé privée donne accès à l'envoi, à dépenser ces cryptos. Mais il faut absolument protéger sa clé privée et c'est ce qu'on va voir maintenant. En recherchant cette vidéo, j'ai vu plein d'exemples, d'analogies. Celle qui m'a le plus parlé, ça va être l'exemple des applications bancaires traditionnelles. Donc, c'est une analogie, ça fonctionne pas vraiment comme ça dans la crypto-monnaie, mais c'est juste pour comprendre ces idées de clés publiques, clés privées et de blockchain, voir comment on peut comparer ça avec des éléments qu'on connaît peut-être déjà. Donc si on prend l'exemple de la banque traditionnelle et de son application, que je pense que pas mal de monde qui vont regarder cette vidéo vont avoir, la banque, ça va être l'équivalent de la blockchain, donc il va enregistrer toutes les transactions et les montants de chacun. L'IBAN ou le numéro de compte, ça va être l'adresse publique où les gens vont pouvoir envoyer des fonds, mais pas les dépenser. Et les identifiants et mots de passe pour accéder à l'application, ça va être la clé privée, où bien évidemment il est souhaitable de le garder pour soi pour que personne ne puisse accéder aux fonds qui sont situés sur notre compte. Donc quand on utilise notre appli bancaire, on peut vérifier le solde qu'on a sur notre compte, à qui on a envoyé des transactions, en faire aussi, envoyer tant d'argent à tel IBAN ou à telle personne. Donc ça, c'est l'équivalent du portefeuille de crypto-monnaie. Et donc notre IBAN, notre numéro de compte, si on le donne à quelqu'un, ils peuvent envoyer des fonds à ce numéro, mais ils ne peuvent pas en dépenser. Ils ne peuvent pas dépenser l'argent qu'il y a sur ce compte. Pour cela, il faut les identifiants, la clé privée, pour prouver que c'est bien nous et qu'on a le droit de dépenser cet argent. Mais par contre, contrairement à notre appli bancaire traditionnelle, si on perd notre mot de passe, notre clé privée, il y a très peu de chances, ou qu'on se la fait voler d'ailleurs, il y a très peu de chances qu'on puisse récupérer l'accès à nos fonds. Donc c'est vraiment pourquoi il faut être hyper vigilant où on la stocke, avec qui on la partage. Parce que si on n'a plus accès ou quelqu'un d'autre que nous y a accès, on risque de perdre toutes nos cryptos tout simplement. Et donc au moment d'initier une transaction, il faut être vigilant à l'adresse vers laquelle on va envoyer nos fonds. Donc confirmer que c'est bien celle par exemple de l'exchange à laquelle on va envoyer nos cryptos ou de notre portefeuille que l'on possède et que le format est bon aussi parce qu'il y a différentes blockchains, il y a différents protocoles. C'est pas forcément les mêmes technologies entre blockchains comme on peut avoir des différences entre Android, Apple ou Linux, donc différents systèmes d'exploitation. C'est pas les mêmes applis, c'est pas les mêmes logiciels. Donc si on envoie par exemple des fonds qui sont situés sur Ether à Solana ou une autre blockchain, on va jamais recevoir nos fonds parce que ça marche pas pareil. Donc se renseigner sur les projets sur lesquels on investit, quelle est la blockchain et au moment de faire les transactions, vérifier que l'adresse correspond bien à la blockchain vers laquelle on va envoyer nos fonds. Donc pour résumer, si on a la clé publique d'une personne, on peut facilement lui envoyer de l'argent, mais elle ne peut pas dépenser l'argent qu'on a associé à notre clé privée. Quand il y a un échange de crypto-monnaie, il n'y a pas vraiment un échange physique ou même digital entre les différents portefeuilles, mais l'argent reste bien sur la blockchain, donc les transactions sont notées sur la blockchain. Donc un portefeuille de crypto-monnaie, c'est un logiciel qui va nous permettre d'interagir avec la blockchain, stocker nos clés privées, nos clés publiques, et nous permettre d'envoyer et de recevoir des fonds. Et maintenant, avant de voir les différents types de wallets, il faut quand même que je vous parle de la seed phrase, qu'on appelle aussi phrase de récupération, phrase secrète ou le secret du wallet. Et on en parle aussi souvent sur la chaîne, faire attention à ces 12 mots ou à ces 24 mots.
Et donc au final, quel que soit le type de portefeuille, à froid ou à chaud, que l'on verra après, au moment où vous allez avoir le logiciel ou le matériel, si c'est une clé Ledger par exemple entre les mains, au moment de créer le wallet, on va vous afficher une série de mots, alors ça peut être de 12 jusqu'à 24, qu'il va falloir noter très précieusement hors ligne, c'est-à-dire sur un bout de papier, sur un support physique ou une plaque de métal, pour les plus précautionneux, un truc en titane qui peut résister au feu. Mais dans tous les cas, il va falloir le noter très précautionnellement et avec attention hors ligne, parce que cette seed phrase ou phrase de récupération en français qu'on va vous donner, cette suite de mots qu'on vous donne quand vous démarrez votre portefeuille pour la première fois, ça va être une clé maîtresse qui va vous donner l'accès à tous vos comptes. Parce qu'on a parlé de clé privée et clé publique, donc il faut bien comprendre qu'une adresse publique, elle est associée à une clé privée qui permet de dépenser les fonds, mais cette clé privée est générée elle-même par cette master key, cette clé maîtresse qui va générer un nombre infini de clés privées, clés publiques, donc ça va être, qui vont toujours être en paire, et ce couple clé privée, clé publique, ça va être votre compte pour stocker des actifs, mais la master key qui est au-dessus va générer toutes ces combinaisons clés privées, clés publiques. Cette phrase de récupération va être les 12 mots, les 24 mots, et donc ça, ce point-là, c'est vraiment le plus important dans la crypto-monnaie, où c'est qu'on stocke et comment on stocke ces 24 mots, ces 12 phrases, cette phrase de récupération seed phrase qui va nous permettre de récupérer l'accès à tous nos comptes. C'est-à-dire, on la stocke sur un support, comme je l'ai dit au début, physique. Donc, par exemple, si vous achetez une Ledger, vous allez avoir une feuille en papier. Il existe aussi des supports en métal qui coûtent beaucoup plus cher, en titane par exemple, qu'on peut graver pour les stocker en plus sur un support physique hors ligne et qui soit très résistant dans le temps. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre que si on perd cette seed phrase de récupération ou qu'on se la fait voler, la personne qui a accès à cette seed phrase a accès à tous vos comptes, pas seulement le compte Bitcoin ou le compte Ethereum en ayant récupéré la clé privée, non, toutes les clés privées qui sont générées à partir de cette seed phrase, on peut y avoir accès en ayant accès à la seed phrase. Donc vraiment, ces 24 mots, ces 12 mots, c'est le principal de la crypto. Donc bien évidemment, ce qu'il ne faut pas faire avec cette seed phrase, cette suite de mots, c'est la stocker en ligne. Par exemple, sur un Google Doc, on l'a vu ça, hein, sur un SharePoint, sur un Google Drive, même sur un fichier protégé par mot de passe sur notre bureau, même dans un gestionnaire de mots de passe, n'importe quel support qui soit situé sur un ordinateur, donc qui soit susceptible d'un piratage, avancé ou simple d'ailleurs. Oubliez, on ne stocke jamais les 12 mots ou les 24 mots sur un support en ligne sur ordinateur. Et autre règle d'or, mais à ce moment de la vidéo, je pense que vous l'aurez compris, on ne la partage avec personne. Donc c'est-à-dire que même si on vous contacte par téléphone, par messagerie, on vous dit on est le support client de tel exchange, faites-nous confiance, donnez-nous votre clé privée pour pouvoir débloquer la situation, ou alors en ligne avant de se connecter à une nouvelle plateforme, donnez-nous la clé privée. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, où je voulais trouver un nouveau protocole, trouver un nouvel exchange. Je me connecte à un DEX et on me demande de rentrer mes 12 mots. Donc, bien évidemment, si vous rentrez vos 12 mots, si vous les donnez à une tierce personne, à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou même que vous connaissez d'ailleurs, dites-vous bien que cette personne aura accès à toutes vos cryptos. Donc ça, quand on stocke soi-même ces crypto-monnaies, c'est les deux règles d'or, stocker hors ligne et ne la donner à personne. Vraiment. Maintenant, on va voir quels sont les différents types de portefeuilles de crypto-monnaies. Donc, il en existe plein de sortes et de tous les types. Mais on va faire la différence uniquement entre deux sortes, les portefeuilles chauds et les portefeuilles froids. Un portefeuille chaud, il va créer et stocker nos clés privées en ligne, tandis qu'un portefeuille froid, il va les stocker hors ligne. Donc les portefeuilles chauds, ça va être principalement des applications, donc soit de bureau, soit directement dans le navigateur, ou alors sur le téléphone, qui vont nous permettre d'accéder à nos crypto-monnaies et de faire des exchanges pendant qu'ils sont connectés à Internet. Donc quand on configure ce type de portefeuille qui s'appelle à chaud parce qu'il est tout simplement connecté à Internet, la clé privée va être générée dans ce logiciel, mais comme c'est connecté à Internet, il peut y avoir des escroqueries, il peut y avoir des hacks, et en plus, ça va être de plus en plus poussé avec l'intelligence artificielle, des techniques de plus en plus abouties et avancées pour arriver justement à prendre le contrôle de ces clés privées. Donc ce type de portefeuille, c'est un entre-deux entre les portefeuilles à froid et les exchanges, parce que ce qui est encore de pire que d'utiliser des portefeuilles à chaud pour le long terme, parce que bien évidemment, ce type de portefeuille, il va être utile pour interagir avec des smart contracts, avec la partie DeFi, sur des fonds dont on a besoin rapidement, pour faire justement de la DeFi, des NFT. Par contre, pour le portefeuille à long terme, c'est mieux d'utiliser un wallet à froid qu'on verra après. Mais par contre, là où il ne faut pas laisser l'argent, encore une fois, et on n'insistera jamais assez dessus, c'est sur les exchanges.
parce que au final, c'est aussi un wallet à chaud qu'ils utilisent avec des fonds pour faire les transferts entre eux, pour les utilisateurs. C'est une cible beaucoup plus grande pour les hacks et les piratages, parce qu'ils savent que c'est la tirelire, hein, grosso modo. Hein. Il y a des crypto-monnaies de partout, il y en a des grosses quantités, donc si on arrive à rentrer, c'est jackpot. Donc ils sont beaucoup plus susceptibles de hack que nos portefeuilles perso, mais surtout ce sont des entreprises centralisées, privées, donc on peut avoir plein de soucis qui peuvent aller du petit problème technique où on ne peut pas accéder à nos fonds quand on le souhaite en plein bull run, le site crash parce qu'il y a trop de connexions, à des cas de fraude comme FTX où on part avec la caisse, donc on ne revoit jamais nos crypto-monnaies si on les laisse dessus, mais comme c'est des entreprises avec un siège social, elles sont aussi soumises à des régulations qui arrivent de plus en plus, donc on peut avoir des États qui gèlent des fonds, qui obligent à mettre des barrières dont on n'a pas forcément envie pour nos propres fonds à ces plateformes-là. Donc, dans tous les cas, le pire, et ce qu'il ne faut jamais faire, c'est laisser beaucoup de fonds longtemps sur des plateformes d'exchange pour toutes les raisons qu'on a vues et tous les exemples, la myriade d'exchanges qu'on a eu, d'exemples plutôt qu'on a eu au cours de ces dernières années. On parle de Celsius, on parle de FTX, donc les deux plus gros, mais des exemples de plateformes d'exchange où les fondateurs sont partis avec la caisse, qui sont fait hacker ou farmer. Malheureusement, il y en a beaucoup trop. Donc, toujours garder en tête que les plateformes d'exchange, justement, c'est bien pour faire des échanges, faire ce qu'on veut, vendre, acheter des crypto-monnaies. Mais une fois qu'on a fini, il faut sortir ces crypto-monnaies et les stocker sur un portefeuille à froid si on veut faire du long terme. Et donc ces portefeuilles à froid qu'on appelle aussi portefeuille matériel parce que pour le coup, on a vraiment un dispositif physique entre les mains. C'est vraiment la manière la plus sûre de stocker des crypto-monnaies sur le long terme. Et un des gros avantages aussi en termes de sécurité de ces dispositifs matériels, c'est justement le fait qu'ils soient physiques. Donc on va pouvoir avoir une sécurité physique au moment d'envoyer des fonds. Donc il va falloir appuyer, alors d'une manière ou d'une autre, ça dépend des boîtes et des appareils qu'elles proposent, mais on va devoir appuyer physiquement sur l'appareil pour envoyer des fonds. Donc ça oblige déjà en plus à vérifier sur l'appareil une deuxième fois les transactions et surtout appuyer mécaniquement, physiquement dans le monde réel sur l'appareil pour envoyer la transaction. Et donc ça rajoute quand même une protection supplémentaire très importante par rapport à des wallets où tout est digital, tout est en ligne, donc beaucoup plus facile d'y accéder en cas de hack. Et donc en général, à moins d'avoir accès physiquement au dispositif, on ne peut pas voler les fonds. Donc ça, c'est la théorie générale des portefeuilles à froid qui marche quasiment à 100% dans le cas achat-vente de crypto-monnaies sur une plateforme d'exchange, on les retire, on les stocke dessus. Bien évidemment, il y a eu des polémiques plutôt autour de The Ledger. Si on signe aussi un smart contract avec notre Ledger, on peut survoler des fonds, mais dans une utilisation, dans une optique de achat-vente depuis les plateformes d'exchange et après on retire nos cryptos sur le long terme sur un dispositif à froid, c'est vraiment la meilleure manière et la façon la plus sûre de stocker ces crypto-monnaies. Là encore, deux règles d'or. Au moment d'acheter ce dispositif, se rendre sur le site officiel. Donc, on n'achète pas sur Amazon, on n'achète pas sur des revendeurs, on n'achète pas de particulier à particulier, on achète vraiment sur le site officiel de l'entreprise, par exemple ledger.com. Il faut vraiment acheter sur le site officiel du fabricant pour éviter d'avoir des produits reconditionnés avec des softwares pirates dessus. Donc, vraiment, pour éviter tout ça, le site du fabricant. Et deuxièmement, il faut s'assurer qu'on est vraiment sur le site du fabricant. Alors ça, Google, ils sont un peu chiants parce qu'ils proposent des fois des publications sponsorisées qui se placent avant le site officiel parce qu'ils ont payé, donc du coup, ils sont avant dans le résultat avec une URL qui ressemble beaucoup. Mais du coup, faire vraiment attention, acheter sur le site du fabricant et s'assurer qu'on est vraiment sur le site du fabricant avec un HTTPS. Regarder les réseaux sociaux officiels de cette boîte-là pour s'assurer que c'est bien la bonne URL. Mais dans tous les cas, acheter le produit sur le site officiel et s'assurer qu'on est bien sur le site officiel. Quand on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous ces notions de clés privées, clés publiques et pourquoi on dit toujours qu'il faut sortir nos crypto-monnaies des exchanges. Donc bien évidemment, on n'est pas rentré dans la technique, on n'est pas rentré trop dans le détail, on peut aller beaucoup plus loin, mettre en place des portefeuilles multisig, donc à multisignature, où on va avoir besoin de plusieurs clés privées pour accéder aux crypto-monnaies, mais c'est des choses beaucoup plus avancées. L'objectif était vraiment de se sentir confiant au moment de sortir les cryptos des plateformes d'exchange et les posséder, avoir au moins les bases pour ne pas se faire avoir comme beaucoup de gens malheureusement vont se faire avoir lors du prochain cycle, lors du prochain bull run. Il faut vraiment comprendre ces notions et les avoir bien au clair au moment justement d'être serein. Je sors mes cryptos, je sais où elles vont, je sais pourquoi je fais ça, je sais où je les stocke. Et donc tout ça, ça amène aussi plus de confiance et être plus serein dans ses investissements et c'est important. Si vous aimez ce type de contenu, il y en aura d'autres qui arrivent, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, mais aussi vous abonner à la chaîne. Et je vous laisse aussi en description de la vidéo mon guide offert pour débuter dans les crypto-monnaies. Pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une vidéo très bientôt. Salut à tous.